Ouais, bah du coup, c'est une dictature qui a duré de 26 à 74. Par exemple, moi je savais pas que Salazar il a eu un AVC en 69, il est mort en 70. Après, c'est Caetano qui a pris la suite. Et en fait, moi ce qui m'a choqué, c'était tous les trucs sur les colonies. Parce que au dernier étage du musée de Altoub, il y a toute une partie où il y a des photos, enfin, c'est vraiment horrible. Et du coup, en 62, il y a Mozambique, Guinée-Bissau et l'Angola qui ont demandé, enfin, qui ont lancé des guerres pour demander leur indépendance. Et du coup, ce que ça va être tout fouillé, hein. Et du coup, ce que je propose, c'est la révolution des œillets, c'est les militaires qui ont fait la révolution, ultra pacifiquement, parce que de ce que j'ai compris, il y avait énormément d'argent du Portugal qui partait dans les colonies, donc ça a appauvrissé le pays. Les gens partaient pour avoir une meilleure vie autre part, donc c'était surtout la France et l'Allemagne, et le Luxembourg, je crois. Et du coup, les militaires, ils ont le ras-le-bol, et ils se sont révoltés, et surtout, ce qui est pour eux, c'est que c'est la musique de José Afonso, Grandula Villa Morena, qui est passé sur les ondes de la radio le 25 avril super tôt. Et c'était le signal pour dire bon, bah, toutes les troupes vont se rassembler à Lisbonne et faire la révolution. Et en fait, il y a eu 5 morts pendant la révolution et c'était la police politique qui a tué des gens. Et je trouve que c'est la plus belle dictature. Enfin, je me dis, ah, ça donne envie de pleurer. Mais c'est parce que je suis trop fatiguée. Pardon. Ah, bah, j'ai fait des fleurs. Bah, c'est vrai qu'après, du coup, on retient surtout cette révolution entre guillemets pacifique, parce qu'elle s'est plutôt bien passée, mais on oublie la dictature qui était quand même assez forte et que tu traduis bien dans les récits. Oui, et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, il y a un truc que je ne connais pas trop quand j'avais au Portugal. C'est les vieux qui sont. Non, mais c'est les vieilles personnes en fait qui sont assises sur des bancs, et à chaque fois ça m'émeut trop, genre comme moi avec mon tante. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et j'ai l'impression, et c'est comme pendant le Covid par exemple, que les gens étaient super, ils n'avaient pas obligé les gens à porter un masque, mais tout le monde le faisait. Et j'ai l'impression que dans la culture en fait portugaise, il y a un truc de genre suivre les règles, vraiment être super droit et tout, et ça je pense que ça découle de la dictature. Et les vieilles personnes, c'est trop émouvant parce que j'ai l'impression qu'elles ont vécu énormément de choses compliquées, genre la misère et tout. Mais il y a toujours un truc accueillant, de gentillesse, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est super émouvant. Bah, ça se voit, je pense. Tu peux me faire pleurer. Non, pardon. Hein. Ah non, non. Enfin bref, et après sur tout ce qui est condition de la femme, c'est les femmes appartenaient à leur père, après à leur frère, à leur mari. Il y avait tout un truc. Mais bon, je pense que c'était un peu partout pareil. Oui. Mais du coup, elles ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque, elles étaient super dépendantes. Donc il y a un truc où si le mari tuait sa femme parce qu'elle était prise en situation sanitaire, il avait juste 6 mois obligés en dehors du territoire et après il pouvait revenir. Enfin bref, il gardait tout. C'était vraiment les pleins pouvoirs. Pareil, il y a plein de trucs comme ça. Après, j'ai oublié pas mal de choses aussi, hein, parce que j'ai beaucoup de choses, mais ouais, je sais pas. Ce qu'on a l'impression de voir à travers les différents témoignages que tu as pu récolter, c'est que la parole des femmes est peut-être a été finalement peut-être plus simple à capter que le silence des hommes. Ah oui, mais ça c'est partout. Enfin, par exemple, là en Bretagne, donc, on est allé rencontrer pas mal de personnes qui avaient, je pense, entre 60 et 80 ans. Et donc, c'était des ateliers dans des médiathèques. Et je pense que 90% des personnes qui venaient, c'était des femmes déjà. En plus, qui étaient venues dans le village parce qu'elles s'étaient mariées avec un homme qui avait des terres. Et ouais, je pense que les hommes ont du mal à parler, mais ça a toujours été comme ça. Et tout ça qui est évoqué comme ça. Et maintenant, moi, j'ai de la chance d'être dans ma génération parce que je pense que c'est beaucoup plus ouvert. Mais là, dans mon milieu artistique, c'est quand même assez détendu, je veux dire. Tout le monde a sa place. Donc mon père, je me dis, bah, il a été élevé comme ça, c'est dommage. Il avait 2 sœurs. Il y en a une qui est décédée déjà, mais lui, il pouvait tout faire. Il rentrait à la maison, il mettait ses chaussures, il allait dans sa chambre et tout. Et ma tante, elle s'occupait de tout faire à la maison. Sinon, il y avait mon autre tante, mais qui était plus petite. Et ça, on en a parlé avec mon père il n'y a pas longtemps, sur justement les conditions de la femme actuelle. Et je lui dis, mais lui, en fait, il s'est élevé socialement, il est devenu banquier. Et ma tante, elle a toujours fait de l'intérim en usine, par exemple. Et du coup, il me dit, oui, mais ta tante, elle a pas fait d'études parce qu'elle voulait pas faire d'études. Je lui dis, mais papa, c'est juste que vous n'avez pas du tout été élevé de la même manière. Toi, tu as eu le droit de faire tout ça parce que ma grand-mère, elle te donnait tout et ma tante, elle avait rien. Enfin,
Et j'ai senti qu'il était un peu coincé encore. Et à un moment, il me dit oui, mais à la maison, moi, je faisais à manger. J'étais genre, oui, mais elle faisait tout le reste. Et il a mis ça et il a fait oui, bon, ok. Et du coup, je sens que. Et je me dis, heureusement qu'il a eu 3 filles. Parce que. Ça, là, vraiment une chose différente. Et je me dis, heureusement qu'on n'a pas eu un frère parce que je sais pas comment ça serait passé. Mais ouais, je pense que ça évolue et je trouve ça agréable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à vous. Moi, je me demande, est-ce qu'on parlait tout à l'heure de votre travail coopératif, est-ce que vous avez imaginé votre récit être illustré par quelqu'un d'autre? C'est pas grave. Parce que j'aime trop dessiner, je crois. Mais là, j'ai apporté ça aussi pour vous montrer un peu, c'est mes carnets de croquis. Parce qu'en fait, je dessine vraiment tout le temps. Et du coup, j'ai toujours mon carnet. C'est magnifique. Et voilà, là, c'est des petites BD. Et j'ai une grosse trousse où du coup, je prends. Enfin, voilà, c'est tout ce qui passe. Mais vraiment, j'aime trop ça. Et du coup, je me mets à écrire. En fait, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la partie narration, parce que je n'étais pas trop à l'aise, j'avais peur que ce soit un peu nul. Du coup, à la limite, j'aurais préféré que quelqu'un écrive, je pense, et plus que moi j'illustre, mais là, bon, ça se fait pas. Et tant mieux. Et est-ce que vous lisez vous-même des BD? Oui, oui, oui. Ouais, en fait, jusqu'à maintenant, je lisais vraiment que de la BD et pas beaucoup de vrais livres, comme vous l'avez comme qui est passé. Non, ouais, mais ça, voilà. Non, et sauf que maintenant, je lis beaucoup plus de, enfin, je lis plus de romans. Et je me dis, ah, mais c'est trop bien les romans parce que. Enfin, bref, mais je suis un. Ouais. Après, c'est un vrai livre. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'étais choquée. Et comme vous disiez, vous faites des BD, justement, il y a des trucs où il y a, c'est super ce cadrage, enfin, ce gaufrier, ce qu'il a fait, ça inspire, des fois ça stresse pas, au contraire, de se dire, le travail. Bah, moi je pense que j'ai grandi dans une école aussi à Épinal, on avait une super bonne promo et en fait, dès que tu voyais le travail de quelqu'un qui était trop bien, ça donnait plus envie que compétition. Du coup, je pense que j'ai grandi aussi dans un milieu super sain, mais par rapport à ma promo qui était vraiment bien, parce que les autres, ils ont eu plus de complications. Et non, moi je trouve que ça m'inspire. Je pense que je m'inspire de tout ce que je vois, mais sans faire exprès aussi. Mais quand je vois une BD où j'aime trop l'histoire et trop le dessin, je me dis, ah, c'est trop agréable. Parce qu'il y a plein de fois où, avant, j'allais en librairie et je choisissais au dessin, parce qu'à la base, à l'époque, il n'y avait pas trop de quatrième de cours en fait. Donc c'était écrit tout double, on ouvrait, on feuilletait, puis voilà. Et quand les deux me plaisaient, j'étais trop contente. Quand l'histoire me plaisait pas du tout, mais le dessin oui, j'étais moitié contente. Et l'inverse pareil. Du coup, non, c'est plus, je pense, ça m'inspire que ça me fait peur. Et il y a Oriane Lassus qui est une autrice de bande dessinée qui habite à Angoulême. Et en fait, elle est prof aux Beaux-Arts maintenant. Et c'est trop marrant parce que j'ai lu une de ses BD il y a longtemps et j'avais trop aimé. Ça s'appelle Quoi de mieux que d'infliger la vie. C'est sur une fille qui veut pas avoir d'enfant, une dame qui veut pas avoir d'enfant. Et en fait, quand on voit ces BD, il y a des trucs. Enfin, maintenant, je comprends pourquoi les profs, je me dis, ah, mais. Enfin, il y a des enchaînements, des points de vue, des choses comme ça. Je me dis, ah, c'est trop intéressant. Et je me dis, en prof, elle doit être trop bien. Je ne l'ai pas eu parce que je suis arrivée après. Avant. Enfin, elle est arrivée après moi. Enfin, ouais. Puis il y a plein de choses. Tes influences principales, c'est je sais que niveau dessin, parce que j'ai jamais lu ces BD, mais Nicolas Crécy, je suis vraiment fan. Manu Larsenet, j'ai trouvé mes places. Et après, maintenant, il y en a plein d'autres. Là, j'ai lu Florence du Latour, ça m'a où elle dit qu'elle torture des animaux quand elle est petite. Enfin, je lis vraiment n'importe quoi. La dernière fois, c'est Marguerite Pinton de Village Graphique qui a fait La Pintélage. Et comme j'ai plein de copains maintenant qui sont dans la BD, je fais des copains, il y a Alice Elamoury qui fait vraiment de chanson et tout. Enfin bref, il y en a plein, ouais. Mais niveau dessin, il y en a plein aussi. Là, comme ça, je sais plus. C'est ça qui est complexe dans une bande dessinée, c'est qu'il faut que l'histoire nous parle et aussi le dessin. Ouais, mais j'ai appris maintenant que je préfère quand l'histoire est vraiment trop bien et le dessin, j'aime plutôt que l'inverse. Alors qu'avant, j'étais sur l'inverse. Et comme ma mère, elle lit pas mal de BD aussi, mais elle a pas du tout les mêmes goûts visuels que moi. Des fois, elle me dit, ah, qui ça, je suis là. Et en fait, l'histoire est trop bien, je lui dis, ah, c'était trop cool. Donc, ouais. Et quand on était petite, par exemple, ma mère, elle nous emmenait, parce que mes parents sont français, mais ma mère, elle nous emmenait une fois par mois ou tous les 2 mois, je sais pas, genre à la librairie pour choisir des livres. Et moi, je prenais toujours des livres de dessin pour apprendre à dessiner, et mes soeurs, elles prenaient des romans. Et ma mère, elle me laissait faire, j'ai eu de la chance, quoi. C'est la classe privilégiée. Et je faisais des pauvres, ce que je dis tout à l'heure. Parce que c'est un métier assez compliqué, mais qui est beau.
le tissu pour avoir un pantalon. Ouais, non, mais c'est pour les habits. Ça coûte moins cher, ça prend plus de temps, mais. Enfin bref, ouais, voilà. Bref. Bah, merci pour cette. Merci beaucoup. Merci. Vous retrouvez Madeleine donc, à l'espace Via-Julie. Et puis je vous dis qu'à midi 15, un apéro lecture vous attend. Lecture du texte lauréat du concours de nouvelles par Isabelle Goffard. D'accord. Oui, on va le dire qui nous attend sous la tente là, pour une lecture. Ah, Merci beaucoup. Pour que je discutais avec Bénédicte, en fait, elle est